Ergo quoi? Ergothérapeute? Ergonomiste? Ergovision? Ah non, ergonome. C'est quoi déjà un ergonome? L'ergonomie, c'est du bon sens. Mais comment améliorer les conditions de travail et en même temps améliorer le service rendu aux usagers? C'est intéressant l'approche que vous avez de travailler sur les questions d'absentéisme avec des ergonomes. Ah, si vous voulez perdre du temps et que le projet n'avance pas, pensez à un ergonome. Les plans, nous... Bonjour à tous. Je m'appelle Julien Perdrija, je suis directeur de cabinet du maire de Loos-en-Gohelle, Jean-François Caron. Loos-en-Gohelle, c'est une petite ville dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais qui porte un projet de transition écologique et sociale depuis de nombreuses années, qui est reconnu comme un démonstrateur national sur les enjeux de conduite du changement vers la ville durable, c'est-à-dire la participation des habitants dans cette transition qui se veut systémique, puisque débouchant sur tous les aspects de la vie au sein de ce territoire. On m'a demandé du coup de vous faire le récit à la fois de cette recherche-action de Loos-en-Gohelle autour de l'enjeu de la ville durable et comment, à partir d'un élément déclencheur, on a rencontré l'ergonomie et comment aujourd'hui on chemine avec elle pour travailler un enjeu de pérennisation, d'amplification d'un modèle de ville durable. Je vais essayer de brosser à grands traits, dans un premier temps, la trajectoire de la ville, vous expliquer comment on en est arrivé à impliquer les habitants et comment ensuite on a pris en charge ces enjeux du travail et de la coopération au travail. La ville de Loos-en-Gohelle s'est affaissée de 15 mètres de par ses galeries minières. On a dû traiter les questions de pollution et puis surtout faire face à un paternalisme hérité de l'industrie, du monde industriel, qui visait à fournir à la population l'ensemble des services dont elle avait besoin, les écoles, les hôpitaux, les maisons, le charbon, à condition que la population travaille et ne revendique pas outre mesure ses droits. Et donc, quand la mine s'arrête en 1990, il n'y a plus du tout d'exploitation de charbon dans le bassin minier, on a à traiter cette question d'une responsabilisation de la population qui a été encadrée de manière très descendante pendant des siècles, et en même temps traiter la question de la honte de soi, parce qu'on a honte d'être mineur, on a honte d'être une gueule noire, on a honte d'être ce qu'on est. Donc Loos-en-Gohelle, c'est une ville en résilience. C'est-à-dire qu'elle cherche, dans les années 80, à anticiper la fin du charbon et à rebondir après ce choc qui s'annonce d'un effilochement de tout le tissu économique, industriel, d'un effondrement même plutôt. Et ce n'est pas seulement le tissu économique et industriel qui s'effondre, c'est tout le tissu socio-culturel qui le sous-tend, qui s'effondre en même temps. Et donc, elle va le faire en cherchant dans le passé des ressources pour pouvoir anticiper l'avenir. La résilience, c'est la capacité de rebondir après un choc en tirant les leçons du passé. Et c'est ce qui va se dérouler dans les années 80 à travers une approche narrative, c'est-à-dire mettre en récit l'histoire de la ville, une approche narrative participative, puisqu'on produit des spectacles qui font jouer le rôle des Loossois par les Loossois, des anciens mineurs montent sur scène pour jouer le rôle de mineurs dans un festival qui s'appelle les Goéliades, qui est lancé à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a à traiter toutes les séquelles de la mine. Et ce que fait le maire de l'époque, Marcel Caron, c'est de mettre en place un festival culturel pour traiter des séquelles immatérielles, psychanalytiques. Donc le levier culturel comme levier de changement de regard et en même temps de transformation d'un territoire. On a à Loos-en-Gohelle les plus hauts terris d'Europe, ces montagnes faites à main d'homme, les rebuts de l'activité minière, faits de gravats, de schiste, tout ce qui ne pouvait pas être brûlé, qui font aujourd'hui près de 186 mètres, sur lequel on peut aller courir aujourd'hui, dans lequel on trouve toute une espèce de faune, de flore absolument incroyable, mais à l'époque c'est vécu comme des décharges à ciel ouvert, on appelle ça les crassiers, on n'a pas le droit d'y aller, sinon on se fait taper sur les doigts par le garde des mines, et c'est vécu du coup dans l'imaginaire collectif comme quelque chose de fondamentalement négatif, alors que quand la mine s'arrête, c'est ce qu'il reste du patrimoine local, de ce qui fait le tissu
géohistorique de ce territoire. Donc Loos-en-Gohelle, ville minière, Loos-en-Gohelle, ville en résilience, Loos-en-Gohelle, finalement, ville pilote. Parce que dans les années 90, suite à cette transformation par le levier culturel, on va mettre en place, à l'initiative du maire Jean-François Caron, qui n'est pas encore maire à l'époque, mais qui est élu municipal, un diagnostic social et environnemental de la ville en participatif. C'est-à-dire qu'on passe d'habitants acteurs dans les années 80 au sens culturel du terme, à des habitants acteurs au sens du projet de territoire. Et donc ce diagnostic va se mettre en place pendant 5 ans, le temps d'un mandat. On va d'abord y aller de manière assez amatrice, en envoyant des questionnaires à tout va, en organisant des réunions dans les quartiers, dans les cités, en faisant émerger finalement une parole citoyenne qu'on va progressivement qualifier en faisant appel à des professionnels, des sociologues, des paysagistes, qui vont nous aider à qualifier les attentes, ce qui remonte finalement de ces groupes de travail. Et donc, entre 1995 et 2000, ce processus s'enclenche et va aboutir à la charte du cadre de vie, qui est une des premières chartes d'écologie urbaine en France, et qui fixe les grandes orientations de développement durable du territoire. On était la ville du charbon, on va développer les énergies renouvelables. On a une des eaux les plus polluées de France, on va recycler l'eau de pluie. On est le pays noir, on va développer un plan paysager. On est le pays du paternalisme, on va développer la démocratie participative, etc., etc. Et ces grandes orientations sont le fruit de cette réflexion collective, impulsée et fortement outillée par la mairie, mais qui ont mis en place un processus où les gens retrouvaient un droit de parole, d'expression, au-delà de l'expression culturelle d'eux-mêmes. Et donc on est une ville, à ce moment-là, en transition, c'est-à-dire qui cherche à dépasser la fin du modèle d'hier, celui du charbon, qui illustre juste la fin du modèle actuel basé sur les énergies fossiles, et d'aller vers un nouveau modèle, un modèle de développement durable, dont on commence à peine à parler, qui cherche à porter de manière intégrée des enjeux culturels, économiques, sociaux, environnementaux. Et donc, Jean-François Caron, qui est en même temps élu au conseil régional, donc va avoir cette possibilité de faire de Loos-en-Gohelle une ville laboratoire, parce qu'elle est en mesure d'expérimenter des réponses locales, très concrètes, avec les vrais gens, par rapport à des enjeux globaux, ceux du changement climatique, qui émergent à ce moment-là. Et donc, il va lancer, en même temps que la charte du cadre de vie s'écrit, toute une série d'expérimentations, concrètement, sur le terrain, par exemple, autour de l'éco-construction. On va travailler avec les bailleurs sociaux sur le recyclage de l'eau de pluie dans les maisons. On va travailler sur l'intégration des écomatériaux, des cibles de haute qualité environnementale. Voilà. On est une des villes qui, parmi les premières villes en France, expérimente ce type de nouveaux procédés, un travail de politique publique renouvelé. Et donc, en parallèle, il commence à transformer l'organigramme de la mairie, c'est-à-dire qu'il va recruter une directrice de cabinet pour compléter le travail du DGS, qui était un DGS plutôt classique, gestionnaire d'une commune. Et donc la directrice de cabinet de l'époque est appelée à être plutôt une chef de projet de ce qu'on appelle l'OSVille pilote, du projet de développement durable de la ville. Et donc on est à peu près dans les années 2000, Jean-François Caron est élu maire. Il va démultiplier tous les espaces d'implication des habitants à partir de ces projets d'expérimentation. Et là c'est pareil, on part de manière pas très cadrée, méthodologiquement parlant, mais on fait, on essaye. Et donc on se plante régulièrement, mais c'est pas grave. Et pendant son deuxième mandat, en 2008, il va former les agents et les élus au mode projet. On n'a pas encore croisé le chemin des ergonomes, mais j'y arrive. Et puis, il va les former sur des projets concrets d'implication de la population. Par exemple, le directeur des services techniques est invité avec le responsable, l'adjoint aux travaux, à porter une démarche de réhabilitation d'une rue en impliquant tous les riverains. Et donc, qu'est-ce que ça suppose en termes de questionnement, d'usage, de propositions, comment on applique tout ça concrètement. Et donc, on se forme avec un spécialiste qui s'appelle Gérard Grasse, qui n'est pas très connu, qui est un disciple de Gilles Deleuze et de Félix Guattari,
et qui va introduire, c'est les premiers espaces comme ça à Los Angeles, des temps de ce qu'on appelle des retours d'expérience. C'est-à-dire que les élus et les techniciens qui portent déjà en binôme, et c'est une grande innovation, face à la population, des projets en coproduction, vont prendre le temps ensuite de restituer dans leur groupe de pairs, avec les autres binômes qui sont constitués pour d'autres projets, ce qu'ils vivent, ce que ça interroge de leur travail, ce que ça modifie de leur pratique, ce que ça suppose de leur montée en compétences. Et puis, chemin faisant, on se trouve face à un paradoxe, c'est-à-dire que Los ville minière, ville en résilience, ville pilote, devient Los ville en souffrance. Parce qu'on porte trop de projets en termes de transition écologique et sociale, qu'on n'est pas forcément outillé pour les projets, pour porter ces projets en transversalité, pour les porter en coproduction de la population, même si on essaye. Ça pose des questions de charge, à la fois pondérales, en termes de travail, mais aussi de charge émotionnelle, parce qu'on est surmotivé. Les nouveaux agents qui viennent en mairie de Los Angeles sont recrutés pour un certain militantisme, parce qu'ils ont envie de s'engager dans ce projet de transition. Et du coup, on n'écoute pas les signaux faibles. Et la première directrice de cabinet, celle qui est recrutée au moment où on commence à changer l'organigramme, part lessivée, avec une phrase qui résonne encore quand je l'interrogeais sur son expérience. Elle se sentait responsable jusqu'au grincement des portes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet politique ultra ambitieux, et en même temps, il faut tenir le travail. Et donc, dans le réel, l'organiser. Et ça ne peut pas reposer seulement sur un maillon de la chaîne hiérarchique à l'articulation du politique et du technique. Il faut pouvoir organiser collectivement ce maillage. Et c'est là où on rencontre l'ergonomie progressivement. On a un comité scientifique qu'on organise régulièrement. Los Ville Pilote fait venir Jean Gadret, Christian Duterte, qui est le directeur scientifique d'Atemis, Syria Emilianov, qui est une urbaniste, enfin, voilà, différents experts comme ça de la question de la ville durable, régulièrement. On fait un peu notre grand oral devant eux et ils nous interrogent, ils nous aident à pousser notre réflexion, à aller plus loin. Et en 2008, on a un suicide dans les services de la mairie. On est à l'époque où il y a des suicides en cascade chez Orange, où la question de la souffrance au travail fait irruption dans les médias. Et voilà, on n'est pas déconnecté du reste de cette tendance. On a cet électrochoc qui s'explique pour des raisons personnelles, mais pour lesquelles l'échelle professionnelle, l'espace professionnel n'a pas su être un espace de soutien suffisamment fort, suffisamment alerte pour repérer le malaise et pour pouvoir au mieux le soigner, au pire le déceler, essayer de l'accompagner. Et donc Christian Duterte, dans le comité scientifique, nous dit que finalement c'est normal, on ne pense pas le travail, on ne pense pas les enjeux de la coopération, et donc si on continue comme ça, notre projet, qui se veut être un projet de ville durable, n'est pas durable. Et donc on entame une réflexion avec Atemis, où en gros on pose la question du travail, ce qui est une question complètement nouvelle. Pour nous, le travail, c'est le travail, on ne l'interroge pas, on ne le pense pas, on ne le prend pas comme un enjeu en tant que tel du développement durable. Et c'est ça qu'Atemis va nous aider à commencer à questionner. Et avec Sandro, avec des ergonomes, nous aider à imaginer des dispositifs pour structurer la coopération au travail. Et donc ça se fait de plein de manières différentes, d'abord avec des espaces d'écoute, l'organisation de groupes de pairs qu'on organise sans la hiérarchie, où les gens sont invités, les salariés, les agents, les élus, à s'exprimer entre eux pour faire remonter ou déceler des points d'interrogation. On structure un CODIR, un comité de direction, on organise une DGP, une direction générale et politique, qui permet juste de mettre le DGS, le DIRCAB et le maire dans un trio d'articulation des enjeux. Pour une petite ville de 7000 habitants, ce n'est pas monnaie courante. Donc voilà, on se professionnalise comme ça. On met en place un groupe de cadres, les cadres intermédiaires de l'administration, qui portent des enjeux, qui sont au plus proche du terrain par rapport à la direction, et en même temps en situation d'accompagnement, de management. Un groupe de pairs aussi, à leur rencontre, pour qu'ils puissent faire remonter leurs enjeux. Structurer la coopération verticale avec la hiérarchie, permettre des espaces de remontée de ces points de vue collectifs et partagés. On met en place une équipe de casque bleu, c'est-à-dire une équipe d'évaluation des bugs, puisque
on part du principe que les conflits personnels sont rarement des conflits entre les personnes, mais souvent des conflits de travail, d'enjeux de travail qui peinent à s'exprimer. Et donc, cette place du conflit, il faut pouvoir la reconnaître, l'interroger avec des gens plutôt neutres par rapport aux problématiques qui peuvent émerger. Et donc, on a des agents comme ça qui se portent volontaires, qui ont des capacités propres pour être casque bleu, comprendre les enjeux, faire de la diplomatie et surtout délivrer après coup, en interrogeant toute la chaîne de travail impliquée dans le conflit, eh ben, un avis neutre, objectif, extérieur en tout cas, pour essayer de le résoudre. On met en place une expérimentation aussi avec les élus. C'est quoi le travail d'un élu ? Un élu d'une ville comme Los Angeles, quand on n'est pas le maire, qui porte haut et fort la transition, quand on est un élu plutôt de terrain, qu'est-ce que ça veut dire de porter cette ambition politique dans la réalité des cités minières, avec les gens, voilà. Donc on commence à interroger tout ça. Et puis, finalement, on se retrouve dans une phase de réorganisation. Le DGS part, le directeur des services techniques part, et on en profite pour avoir un temps de respiration, parce que pendant 3-4 ans, ça a été voilà, très prolixe. On a expérimenté, mis en place de nombreux dispositifs, mais on avait besoin de stabiliser les choses, d'arrêter d'être dans l'innovation institutionnelle permanente, de poser un peu le cadre, et puis de voir si par nous-mêmes aussi, on était en capacité, avec ce qu'on avait pu comprendre de l'ergonomie, eh ben de structurer le travail, de l'organiser et de répondre à ces enjeux. 3 exemples, juste pour illustrer. On a un espace de restauration en mairie de Los Angeles, un tout petit espace, ça s'appelle la tisanerie, c'est une cantine, une salle plutôt avec un micro-ondes partagé. Et puis un matin, on voit un panneau qui s'affiche, qui est affiché. Il est indiqué merci de laver, d'essuyer et de ranger votre vaisselle, comptant sur votre coopération. Voilà, c'est les dames de service, auprès de qui ce mot de coopération qu'on utilisait dans plein d'espaces différents a réussi à distiller, à être approprié, et qui nous rappelle à ce moment-là, nous qui mangeons dans cette salle qui est aussi une salle de travail pour elles, eh ben qu'elles comptent sur notre coopération pour voilà, favoriser leur bien-être au travail. C'est illustratif, mais ça montre l'étendue du coup de la portée de ce terme. Quand le directeur des services techniques part, le nouveau directeur des services techniques qui monte en grade, qui était le directeur adjoint, met en place au sein des services techniques un CODIR des services techniques. Ça, c'est un exemple pour montrer aussi que voilà, quelque chose reste de cet accompagnement d'Athémis qu'on a mis en suspens pour organiser des espaces d'élaboration partagés, de points de vue partagés sur le travail. Et puis, un dernier exemple sur la question des plateaux repas. On est interpellé de manière très violente un jour par un des agents du service comptable qui nous dit que c'est vraiment plus possible, cette commande de plateaux repas incessants, parce qu'on a plusieurs partenaires avec lesquels on travaille sur la transition énergétique, la transition alimentaire, enfin bref, sur des grands projets qui passent leur journée à Los Angeles, venant de Paris, venant d'ailleurs, et du coup qu'on juge utile d'inviter pour manger, pour continuer finalement le travail, et ne pas faire en sorte que tous les agents, tout le monde reparte chez lui manger. Mais sauf que du coup, ça pose des questions vis-à-vis du budget, vis-à-vis de l'instruction, de qui décide finalement de s'il y a plateau repas ou pas. Enfin, voilà. Et donc, plutôt que de vivre cette sollicitation de l'agent comme une charge, ce qu'elle est, violente, on va considérer que c'est un point de vue qui s'exprime et qui a raison de s'exprimer. Et donc, on va lui demander de formaliser sous forme de notes pourquoi il pense que ça ne devrait pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il propose? On fait intervenir l'équipe de casque bleu parce que ça a été très loin dans la violence. Enfin, là, je passe les détails, mais pour dénouer un peu tout ça. Et puis, chemin faisant, on va se rendre compte qu'en fait, cette question posée des plateaux repas pose la question du modèle économique d'une ville durable. C'est-à-dire que notre rapport aux prestataires, notre rapport aux restaurateurs, et même notre rapport dans le métier de gestion comptable d'une ville. Comment on arrive à imaginer des modèles économiques qui font que ce service finance ne soit pas en souffrance, soit en capacité de faire de la prospective financière, d'impliquer éventuellement de l'épargne citoyenne dans des projets de transition énergétique. Enfin, en fait, voilà toutes les questions qui arrivent à émerger dans le cadre de ce travail qu'on a bêtement pris sur les plateaux repas, et on a
voilà, tirer la pelote comme ça pour arriver à le structurer. Ce qui demande du temps, ce qui demande de l'énergie. On ne peut pas réagir comme ça sur tous les sujets, mais il y a certains sujets qui sont suffisamment alertes pour mériter d'être traités comme ça. Donc on devient une ville en recherche de reconnaissance du travail. C'est quoi le travail? Comment on le porte? Et aujourd'hui, du coup, pour conclure, on pose la question donc, de cette transition économique. On part du principe qu'on n'arrivera pas à porter la transition écologique et sociale sans poser la question de la transition économique. Comment on arrive à structurer une économie basée sur la logique circulaire, sur la logique fonctionnelle, la fonctionnalité, sur la logique servicielle? Eh bien, a priori, notre piste de recherche, c'est de commencer par poser cette question du travail et de la coopération au travail. Comment on coopère en interne, certes, j'en ai beaucoup parlé, mais comment on coopère avec nos prestataires, la coopération transverse, les partenaires, les autres échelons institutionnels, comment on arrive à structurer une gouvernance multi-échelle qui pose ces questions-là et qui met des espaces en place pour poser les conflits ou les points de vue. Et du coup, pour conclure, et je m'arrêterai là, on pense que l'ergonomie, elle a sa place dans une ingénierie systémique, c'est-à-dire une ingénierie en capacité d'aider les territoires à porter la transition de manière, j'allais dire exhaustive, en tout cas la plus intégrée possible, parce qu'il y a des enjeux culturels, des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques. Ça suppose déjà une capacité à articuler tout ça, mais si on ne le fait pas en se mettant du point de vue du travail, eh ben on loupe toute une série de choses et finalement on stagne. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Là, le cœur en fait de cette intervention, c'est le fait de mobiliser l'ergonomie au service d'un projet politique. En tout cas au service de la réalisation, de la dynamique d'un projet politique. Et en particulier avec cette question qui émerge progressivement de la place du travail dans une dynamique de développement durable qui est le cœur de tout ce projet de résilience territoriale qui est porté par la ville de Loos-en-Gouel. Donc ça, en fait, ça déplace beaucoup l'objet sur lequel on est amené traditionnellement à intervenir. Puis finalement, on voit comment le travail, il réapparaît, mais sous forme de tensions très fortes. Ce que Julien appelle ce travail en souffrance, au sens de son absence et aussi au sens des signes de souffrance portés par des personnes qui partent, hein, qui ne supportent plus, qui craquent, jusqu'à cet événement d'un suicide, comme ça, qui est toujours un peu énigmatique, difficile de se positionner, mais en tout cas qui vient aussi interpeller la manière dont on traite le travail et donc les personnes à l'intérieur de l'organisation. Voilà. Et donc progressivement, le travail donc, revient, en fait, réapparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que au fil de l'intervention, le travail apparaît de plus en plus clairement comme le levier indispensable sur lequel faire reposer la dynamique du projet politique. On voit bien à quel point, en fait, sur le papier, ça semble fonctionner, mais dans la réalité, ça produit un coût énorme, à la fois pour les personnes, à la fois en termes de temps, parce que les personnes sont épuisées aussi de passer un temps fou et finalement de perdre aussi du temps. Et ce qui crée l'épuisement, c'est aussi ce sentiment de passer trop de temps, donc finalement de perdre trop de temps par rapport à ce qu'on arrive à faire, et aussi dans cette dimension économique sur laquelle tu viens à la fin. Et donc, comment passer de cette voie-là à une autre voie, finalement, de prise en charge de cette complexité, et qui fait le pari de la coopération. C'est-à-dire qui s'appuie sur l'activité des personnes. Donc, non pas sur une ingénierie des schémas, des process formels, mais qui fait le pari de faire confiance à l'activité des personnes pour prendre en charge cette complexité. Et je pense que c'est vraiment deux clés de lecture, et ça représente un basculement assez majeur aussi dans l'histoire de Loos-en-Gouel en termes d'approche de cette question de la complexité d'un projet politique de développement. Alors se pose la question de construire le dispositif institutionnel, organisationnel, managérial pour permettre à cette coopération d'exister et de fonctionner. Déjà, je pense, on peut, en termes d'originalité, déjà la question de la durée, le rapport au temps,
d'être dans une intervention longue, donc là qui dure depuis 5 ans. Et je dis qui dure, même si effectivement depuis 1 an on a mis en suspens, mais ça dure toujours. Il y a la question aussi de la pluridisciplinarité, parce qu'effectivement là on insiste beaucoup sur l'aspect de l'apport de l'ergonomie, mais c'est une ergonomie qui dans le dispositif d'Artemis est aussi très interfacée avec d'autres disciplines, et en particulier avec toute la réflexion économique sur le projet de développement territorial, avec des approches effectivement plutôt de sciences du territoire, du développement territorial, institutionnel, et aussi par des sciences politiques. C'est plutôt l'origine disciplinaire de Julian, et donc on a aussi des discussions très, très intéressantes, justement à partir de l'attention dans ces petites choses du plateau repas, et comment ça permet aussi de poser des questions très, très fondamentales finalement dans la manière de structurer la question du périmètre aussi, qui est une question voilà, toujours problématique, difficile. Et là, finalement, je pense que c'est une grande malléabilité du périmètre, parce que dans cette temporalité longue, donc il y a aussi la temporalité longue qui permet une plasticité du périmètre, et on peut passer de situations problématiques autour d'un service, comme ça a été le cas par exemple à un moment donné autour de cette problématique dans le service finance. Voilà, donc là c'est quelques personnes et on porte notre loupe sur un service, et puis des fois en fait c'est toute la dynamique territoriale avec tout l'écosystème de partenaires, d'associations, d'entreprises, d'agriculteurs, d'autres entités institutionnelles, de l'agglomération, de la région. Voilà. Et donc on est sur un tout autre périmètre, et où toujours c'est la même question de la coopération, comment on arrive à travailler ensemble, les uns en prenant en compte les contraintes et les ressources du travail des autres. Donc cette question de l'articulation des échelles, qui est toujours en fait une question très compliquée dans l'intervention, mais c'est toujours aussi la manière dont dans l'espace de l'intervention on vit et donc on traite une problématique qui est propre à l'organisation, parce que c'est une problématique quotidienne de Julian et de ce que je connais du travail de Julian et puis de toutes les équipes, de passer finalement de problématiques très micro et d'arriver à les mettre en lien, à les faire résonner avec des problématiques beaucoup plus macro en fait. Voilà. Un autre point, c'est la question aussi de la posture et là aussi d'une certaine plasticité de posture entre deux polarités. Une polarité qu'on peut dire plutôt d'ingénierie, et donc c'est un mot que je reprends de Julian qui l'utilise souvent, donc c'est le rôle de l'ingénierie, c'est-à-dire de conception. Et là, on est beaucoup sur de la conception, je dirais institutionnelle essentiellement, parce que même l'organisation, effectivement, il y a eu tout un tas de nouveaux espaces inscrits dans l'organisation du travail qui ont été... Voilà, donc c'est de la conception organisationnelle, avec toutes les limites que pose le fait qu'on ne peut pas tout faire dans une organisation administrative qui est aussi très cadrée. On ne peut pas tout faire, il y a plein de choses qui sont complètement calées et sur lesquelles on n'a pas la main, mais on a eu aussi une certaine créativité dans l'évolution de l'organisation, mais il y a aussi beaucoup de dimensions de conception institutionnelle. Comment on crée des espaces de concertation, de liens, de coopération avec des acteurs très différents. Et puis un autre pôle, à côté de ce pôle plutôt clinique, un pôle plutôt clinique, enfin, d'ingénierie, un pôle plutôt clinique, c'est-à-dire comment on reste aussi dans une attitude d'écoute des personnes et de prise en charge du rapport subjectif au travail de chacun, avec cette problématique très forte de personnes très engagées, qui adhèrent et donc très engagées dans le travail, mais dans un contexte professionnel qui évolue, qui demande aussi des changements profonds dans la manière de travailler, qui re-questionne aussi tous ces paramètres plus classiques du statut, du grade. Donc la coopération vient aussi réinterpeller des façons de penser le lien managérial, etc. Voilà. Donc d'être aussi attentif à tout ça. On n'a pas à faire du travail un objet du projet politique. C'est-à-dire que le travail, il apparaît plutôt comme une condition de réalisation du projet politique. Et ça, je réagis sur ça par rapport à des aspirations qu'on pourrait avoir nous-mêmes parfois ergonomes, que le travail soit mieux reconnu, mais aussi par rapport à des propositions qu'on a vu passer aussi par le personnel politique qui à un moment donné affiche la question du travail comme un objet.
Or, ce qu'on voit là, c'est un peu la réflexion qu'on se faisait avec Julien. L'enjeu du travail, c'est pas tellement de devenir la cible du projet politique, c'est plutôt d'être reconnu comme un élément essentiel dans la capacité de réaliser le projet. Et dans cette capacité à réaliser le projet se joue une tension entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable pour tout le monde. La première, c'est la question du projet politique. Si, dans le cas que vous venez d'évoquer, on sent qu'il y a, et c'est le moins qu'on puisse dire, un vrai projet politique sous-tendu par toute une série d'orientations, semble-t-il, très explicitement revendiquées et portées pour ce qu'elles sont, je ne suis pas sûr que de manière générale, c'est une observation d'un élu qui a quelques années de route, ce soit toujours et partout le cas. Pas qu'on puisse analyser la situation politique, même au plan national aujourd'hui, avec tout ce qu'elle a entraîné, qu'elle continue d'ailleurs d'entraîner comme bouleversement, si on ne la rattache pas aux 20-25 dernières années, où, à force de considérer que toute forme d'idéologie était morte, nous avons fini par perdre nous-mêmes un certain nombre de points de repère. Présider aux destinées d'une collectivité territoriale, quelle qu'elle soit, c'est en principe le faire en effet sur un projet politique, sur un projet d'orientation, sur quelque chose qui au fond va donner du sens à chacune des actions que chacun va avoir à mener, y compris dans sa déclinaison professionnelle et dans le rapport au travail. Avec une particularité comme employeur, si j'ose dire, c'est que nos marges sont en réalité extrêmement réduites. Entre les contraintes liées au statut de la fonction publique, le fait que nous en ayons quelques-unes aussi en matière de rémunération des fonctionnaires, ça n'aura échappé à personne, auxquelles s'ajoutent depuis, il faut bien le dire maintenant, une bonne décennie, des tensions budgétaires extrêmement conséquentes qui ont contribué à accélérer, de mon point de vue, une forme de délitement du projet politique en nous transformant, parfois malgré nous, en des tenants d'une forme d'orthodoxie budgétaire et gestionnaire qui nous empêche parfois nous-mêmes de nous extraire de tout cela pour essayer de réfléchir à l'avenir et la prospective de manière générale. Le tout créant, me semble-t-il, non seulement des pertes de repères, mais globalement un sentiment relativement anxiogène et surtout empêchant toute projection. Une de nos premières principales responsabilités comme élus, c'est de développer des politiques publiques, c'est de donner un sens, c'est de réaffirmer un certain nombre de valeurs comme des éléments de boussole et de direction que nous devons prendre. Je pense que la décrédibilisation globalement qui est la nôtre, notamment dans le dialogue social, est un enjeu qu'on ne doit pas abandonner et pour lequel il faut au contraire être dans une dynamique de reconquête de cette crédibilité qui passe à mes yeux par notre capacité à recréer le lien de confiance qui s'est à bien des égards rompu. On pourrait d'ailleurs élargir, y compris sans doute aux usagers aussi, cette question-là. Il y a les outils utilisés, on évoque assez souvent sous le terme générique de démocratie participative, de participation. Il y a en tout cas une nécessité à mes yeux absolue de recréer et de retisser des liens de confiance. Et je pense que l'ergonomie est de ce point de vue-là un outil tout à fait intéressant. Ce matin, je crois que vous êtes intervenu sur la présentation d'un objet qui devrait trouver bientôt place dans les établissements de la petite enfance. Je prends volontairement cet exemple-là parce qu'il n'aurait échappé à personne qu'étant aussi vice-président à l'enfance et à la famille, ça me permet d'illustrer ce à quoi je crois vraiment. CHSCT, une instance élue de manière assez médiocre avec des taux de participation très faibles globalement, comme la plupart des élections professionnelles. Des élus qui globalement sont dans une posture de se préoccuper du quotidien, des conditions de travail de leurs collègues, et une instance d'un certain point de vue moins idéologique que ne l'est par exemple un comité technique. Là, on a plus souvent affaire à des jeux de rôle respectifs entre le collège employeur et le collège syndical. Le CHSCT, on est dans le concret, dans l'opérationnel. Mais en même temps, pour la masse des salariés, ça ne veut pas forcément dire grand-chose.
Et le rôle de ces instances leur paraît très éloigné, très théorique. Des élus qui s'investissent. J'en parle des élus représentants du personnel. Des conditions de travail que l'on observe qui parfois se dégradent, sont difficiles, des salariés qui sont dans des cadres d'emploi qui forcément se traduisent à un moment ou à un autre par une dégradation de leur santé physique notamment, mais pas seulement. Et on croise cet outil assez intéressant donc qu'est l'ergonomie dans ce qu'elle va nous permettre de traduire de manière concrète, tangible. On va même pouvoir toucher cette réalisation. On va même pouvoir y voir des professionnels et des enfants dessus. Et vous voyez bien que d'un coup, se donnant les moyens d'aller de la conception qui a réuni, je ne vais pas revenir sur le processus qui a dû être expliqué ce matin, mais des agents, des gens sur le terrain, des professionnels que sont notamment les ergonomes, des élus représentants du personnel et des employeurs, et un employeur en tout cas dont la mission est d'assurer la sécurité physique et psychologique de ses salariés. Cet exemple-là incarne à mes yeux, avec d'autres, mais la voie en tout cas qu'il me semble indispensable de maintenir et de réaffirmer. Là, pour le coup, non seulement je crois que ça donne du sens, ça traduit non seulement nos responsabilités, mais aussi, je crois, les valeurs auxquelles nous sommes attachés, et ça se traduit de manière, comment dirais-je, voilà, ça se touche, ça se vit, ça s'inscrit dans le quotidien. Et moi, je crois vraiment beaucoup à cette nécessité de repartir des choses que les gens peuvent mesurer, toucher, sentir, et qui les renvoient à des transformations quotidiennes, réelles. Non pas pour se satisfaire ou décider que ce serait l'alpha et l'oméga des politiques publiques, mais parce que je pense que c'est une des conditions, en tout cas, pour pouvoir rouvrir parfois des voies de discussion, de dialogue social qui interviennent dans des contextes difficiles et tendus, parce que ces expériences-là, ces éléments-là permettent de recréer, en tout cas, moi j'en suis intimement convaincu, ce lien trop souvent distendu, qui est celui du lien de la confiance entre une parole publique, une parole de décideur et une traduction dans la réalité concrète des salariés en l'occurrence. La santé, le plaisir au travail, il est possible d'y contribuer. Faut que je me tienne droit. Voilà l'ergonome. L'ergonomie peut être un des facteurs de l'efficacité économique. Être à l'écoute, regarder, être patient, aide à comprendre le sens du travail et les besoins d'une structure.